Voilà, donc bonjour à tous, il est 11h30, donc on va commencer ce webinaire donc sur la thématique Optez pour la sobriété et faites des économies rapidement. Donc la sobriété devient un changement de cap nécessaire pour les OGEC soient acteurs engagés dans le monde de demain, mais c'est aussi un moyen efficace de réaliser des économies. Donc dans le prolongement du dossier central qu'il y a eu dans le dernier MAC des OGEC, on vous propose aujourd'hui ce webinaire pour vous encourager à entrer dans une démarche responsable et à faire des économies. Donc, à mes côtés, les équipes du CEDRE, donc le CEDRE qui est partenaire de l'AFNOGEC, centrale de référencement de nombreux OGEC. Depuis quelques années, le CEDRE veut aussi aider ses adhérents à acheter autrement, disons simplement mieux et moins. Donc, nous sommes vraiment heureux de les recevoir aujourd'hui et qu'ils aient accepté d'animer ce webinaire qui a vraiment pour but de vous aider à passer à l'action. Donc, je vais accueillir François-Xavier Coll, consultant énergie bâtiment, et Caroline Cousin, responsable animation commerciale. Donc, un technicien d'un côté, une femme de terrain de l'autre, pour vous expliquer comment réaliser des économies rapidement grâce à des actions simples. Donc, comment réaliser, par exemple, 30% d'économies sans investissement et dès cet hiver, rien qu'en ayant un meilleur pilotage de ses consommations de gaz et d'électricité. Il y a de quoi vouloir être vraiment attentif à cette question, d'autant que vous le savez, on a déjà eu l'occasion d'en parler, le dispositif éco-énergie tertiaire va nous imposer des réductions de consommation d'énergie d'ici 2030. De plus, on sait que le chauffage représente 65 à 70% des consommations énergétiques dans une école, d'où vraiment la nécessité de réduire ces consommations. Côté restauration, nous verrons avec Caroline comment réaliser plus de 10% d'économie d'énergie en travaillant sur les biodéchets, la gestion des biodéchets, la révision des plans et des menus et l'adaptation des rations. Donc, je donne tout de suite la parole à François-Xavier. À savoir Merci. aussi, je précise, non, je vais juste préciser, excusez-moi. Donc, vous pouvez poser des questions dans le cadre des questions-réponses sur le côté. On y répondra à la fin. Vous allez avoir une présentation de 30 minutes et ensuite, on prendra 10 à 15 minutes de questions-réponses. Voilà, donc la parole à François-Xavier. Merci. Merci beaucoup, Madame Pouvreau. Merci pour cette invitation. Très heureux de pouvoir vous parler de sobriété, donc qui est au cœur aussi du CEDRE, puisque notre slogan, c'est acheter mieux et moins et ensemble. Voilà, donc moi, je vais vous parler d'énergie et sur comment faire moins 30% d'économie d'énergie en un hiver. Donc ça peut paraître un peu provocateur, mais c'est dans l'actualité. Donc je reprendrai juste, hier, il y avait la remise des prix, je crois, de Cubes, qui est le challenge justement pour les écoles. Et un des OGEC de l'enseignement catholique a remporté un cube d'argent ou un cube de bronze, et en faisant moins 27% sur une année. Voilà, donc en mobilisant ses élèves. Donc on va voir que c'est possible aussi en agissant sur ces consommations de gaz et d'élec facilement. Voilà, c'est vraiment accessible. Donc l'idée, c'est de vous parcourir des bonnes pratiques en milieu scolaire. Tous les exemples que vous allez voir sont des exemples réels. Ce n'est pas de la théorie, c'est des courbes de consommation qu'on va vous montrer de d'OGEC représentatifs. Ce n'est pas des gens qui ont des chaudières particulières, ce n'est pas des gens qui ont des bâtiments tout neufs, etc. Voilà, c'est vraiment des OGEC comme on peut en voir partout en France. Alors, un petit focus sur comment est-ce qu'on perçoit un ensemble scolaire quand on fait de la gestion énergétique. En fait, alors ça fait bizarre de le dire comme ça, mais un établissement scolaire, pour nous, c'est principalement fermé. Si on prend le temps d'ouverture en nombre de jours et en nombre d'heures sur une journée, 80% du temps, un bâtiment scolaire est vide et 20% du temps, il est occupé. Ce qui va nous intéresser, ça va être les 80% du temps où il est fermé. Notre objectif, il n'est pas que les élèves aient froid, qu'ils aient 15 degrés dans les salles de classe. Notre objectif, il est qu'il y ait du confort quand les élèves et les enseignants sont là. Et à l'inverse, quand le bâtiment est vide, de tendre vers une consommation quasi nulle. Ce qui est un peu on n'a pas besoin de chauffer un bâtiment vide. Concrètement, voilà, on va prendre deux cas, le chauffage et l'électricité. Le chauffage représentant en général les 3/4 des consommations énergétiques d'un bâtiment ou d'un OGEC. Donc là, je vous ai mis trois établissements scolaires différents, donc on va parcourir les courbes. C'est la consommation jour par jour de gaz de 3 établissements scolaires des Hauts-de-France. Voilà. Vous avez en haut un bâtiment moyen. Donc comment est-ce qu'on a fait ça? En fait,
le CEDRE, grâce à nos appels d'offres énergie, en fait, on a entre 400 et 500 établissements scolaires dont on a les consommations. Donc, on a pu analyser un petit peu toutes ces consommations-là pour en sortir des moyennes. Donc là, c'est un établissement représentatif avec sa consommation jour par jour de gaz. On voit en dessous un autre établissement des Hauts-de-France qui, lui, va éteindre sa chaudière pendant les vacances, ou en tout cas passer sur un hors-gel un peu drastique. Donc là, on voit déjà les vacances de Noël qui se dessinent, les vacances de février qui se dessinent, un pont à Pâques et les vacances d'avril qui sont par ici. Donc on voit très nettement déjà la différence entre les deux. Et là, c'est un troisième OGEC qui, lui, va éteindre son chauffage aussi le week-end, ou en tout cas le mettre sur un hors-gel assez fort. Et donc là, on voit les week-ends, une consommation nulle ou quasi nulle pendant cette période-là, et on retrouve évidemment les vacances qu'il peut y avoir. Si cet OGEC-là avait adopté le comportement du dernier OGEC, qui lui va vraiment faire un... On ne parle pas de pilotage très complexe, on parle de se mettre en hors-gel ou d'éteindre sa chaudière quand on est absent. On n'en est pas sur des choses connectées, etc. Voilà, il n'y a pas d'installation particulière. Si cet OGEC-là avait appliqué le même pilotage que cet OGEC-là, il aurait fait moins 36% sur sa facture. On retrouve ce qu'on a pu voir. On peut se douter que l'OGEC qui a remporté le cube de bronze qui a fait moins 27%, peut-être qu'il avait une forme un peu comme ça et qu'il a réussi à se diriger vers une forme un peu comme ça, en plus de toutes les autres actions qui ont été réalisées. Voilà, donc c'est vraiment... Ça, malheureusement, c'est vraiment une moyenne. On le retrouve assez systématiquement quand on regarde les consommations de gaz de nombreux OGEC. Et on arrive à trouver et on rencontre, voilà, on est allé à la rencontre, nous, de quelques directeurs qui font ça. Parfois, c'est même manuel. On va y venir sur, justement, la mise en place de ce pilotage-là. Parce que voilà, là, je vous ai montré des gens qui le faisaient. Maintenant, c'est des profils qui le mettent en place. Donc là, on a un OGEC qui, avant, ne faisait pas grand-chose particulièrement. Donc, on voit qu'il n'y a pas de trou. Qui va se mettre à éteindre sa chaudière pendant les vacances de février. Donc là, on voit bien le creux qui apparaît. Donc c'est un hors-gel, mais en fait qui ne s'est pas déclenché. La chaudière n'a pas démarré. Pareil sur quelques ponts. Pareil sur les vacances du mois d'avril. Et qui va continuer à le reproduire. Là, l'année scolaire qui vient, voilà, on l'a rencontré en janvier 2023. Et on voit que ça perdure. Et donc là, c'est très clairement un OGEC. Donc si on regarde à partir du mois de février sa consommation sur février-novembre 23 et qu'on compare à février-novembre 22, ils sont sur une tendance à moins 32% sur cette période-là. Ça ne leur a rien coûté. Ça leur a coûté de faire le point avec leur chauffagiste et de penser à éteindre leur chaudière quand ils partent en vacances. Donc voilà, on ne parle pas de choses qui coûtent très cher, mais effectivement, ça demande de faire le point avec son chauffagiste et d'y penser. Et là, en l'occurrence, c'est manuel, donc on va y venir après sur comment est-ce qu'on peut faire un peu mieux. Alors très souvent, quand on fait ce type de présentation, on va nous dire « Oui, mais moi, je ne peux pas éteindre ma chaudière parce que mon bâtiment est vieux et donc si j'éteins, je vais avoir froid en revenant, je vais avoir de l'humidité dans mon bâtiment. » Ou alors, l'objection qu'on a aussi très souvent, qui vient plutôt des chauffagistes, c'est toutes les économies qu'on va faire pendant les vacances, en fait, on va les perdre à la rentrée parce qu'il va falloir chauffer il va falloir remonter en température son bâtiment, et puis on va abîmer nos chaudières parce que c'est surconsomme. Voilà, je vous remets ici. Il n'y a pas, ou même sur cette slide-là, le pic à l'allumage, on ne le voit pas particulièrement, pas plus que chez les autres. Si on reprend ici, il n'y a pas vraiment de pic ou très très faible à l'allumage. Donc, ça n'abîme pas les chaudières. On a pu, quand on discute avec des bureaux d'études spécialisés dans l'usage, voilà, l'usage du chauffage, il n'y a pas de pic de consommation particulier, ou s'il y en a un, il est très faible et il ne représente pas du tout l'économie qu'on a pu faire pendant les vacances. Et le postulat de base aussi qu'on peut se donner, c'est que quand je ne suis pas là, je coupe. C'est vraiment le postulat à avoir. On est plutôt aujourd'hui dans un mode de quand je ne suis pas là, je baisse la température et je descends pas trop bas pour éviter que mon bâtiment soit froid et humide. Non, le bon postulat de départ, c'est quand je ne suis pas là, il n'y a pas besoin de chauffage, je coupe. Après, on va pouvoir venir rajouter des contraintes liées à son bâtiment, liées justement à ses performances. Et ça, c'est pas nous qui le disons.
on est allé rechercher, donc il y a une étude qui a été faite par l'Université catholique de Louvain sur la régulation du chauffage dans les bâtiments scolaires, et c'est eux qui le disent. Et on retrouve par ailleurs dans d'autres bureaux d'études spécialisés à usage. Voilà, je suis pas là, je coupe. Mon bâtiment est vieux, c'est pas grave, c'est justement là où je vais faire le plus d'économies, parce que ça coûte très cher en énergie pour maintenir un bâtiment mal isolé en température. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques règles qu'il faut respecter. Donc, on ne descend pas en dessous de 12 degrés, puisque c'est le moment où vous commencez à avoir de l'eau qui condense sur les murs. On appelle ça le point de rosée. Donc, voilà, on peut se dire 14 degrés, par exemple, la nuit ou le week-end. Si jamais le bâtiment, on n'est pas trop sûr qu'au niveau de la sonde, le 14, ce soit pas un 12 ailleurs. Ou alors, on peut tester. Voilà, on met son réduit de température à 14. Et puis, si tout se passe bien, la fois d'après, on va plus bas. Voilà, on teste. Le hors-gel, pareil, on peut le mettre encore plus bas. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'économie est fonction de l'inertie du bâtiment et du type de chauffage. On ne fait pas la même chose avec un plancher chauffant qui met beaucoup plus de temps à chauffer, ou une pompe à chaleur qui parfois peut être dimensionnée un peu juste et qui va avoir du mal à faire la remontée en température, versus les chaudières à gaz un peu anciennes qui en général sont surdimensionnées et ont absolument aucun problème pour mettre un bon coup de chauffage et en 1 ou 2 heures faire que le bâtiment soit de nouveau à bonne température. Voilà, donc, selon son système de chauffage, selon son bâtiment, on va faire plus ou moins on pourra aller plus ou moins loin. Mais ce qui est intéressant pour une fois, c'est que plus mon bâtiment est vieux, plus ça marche. Parce que plus mon bâtiment est vieux, plus c'est énergivore de le maintenir en température. Donc c'est finalement sur les passoires thermiques qu'on aura les meilleures économies d'énergie en appliquant ce genre de méthode, voilà, qui est appliquée par certains OGEC aujourd'hui. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a quelques établissements, notamment la moyenne que je vous montrais tout à l'heure, ils font une coupure méridienne. C'est-à-dire qu'entre midi et 14h, par exemple, quand les élèves ne sont pas dans les salles, ils coupent le chauffage. Dans les faits, ça a un impact très faible. Voilà, on va plutôt générer de l'inconfort au retour de la pause méridienne que réellement des économies. C'est plus vraiment la nuit, le week-end, qu'on arrive à générer des économies, et les économies sont presque exponentielles. Plus la coupure est longue, plus je fais des économies. C'est ce qu'on met là, 12 heures, moins 11%, 14 heures, moins 16%. On voit bien que ce n'est pas proportionnel, c'est plutôt une exponentielle. Voilà pour le chauffage. Donc la conclusion, c'est le chauffage pendant les vacances, pendant le week-end et la nuit, quand il n'y a personne. Le postulat de base, c'est je coupe. Selon mon bâtiment, peut-être que je serai obligé de mettre un petit maintien en température, mais le 17 degrés qu'on rencontre très habituellement, il est trop élevé. Quelques exemples aussi en électricité, qui représentent à peu près un quart de la consommation d'un établissement scolaire, hors chauffage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation électrique d'un OGEC, la moitié de la consommation, en moyenne, ce qu'on voit, donc là je vous ai pris un OGEC standard, c'est ce qu'on appelle le talon de consommation. Donc là on voit bien les 5 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là c'est du secondaire avec collège-lycée. Et ce fameux talon de consommation, c'est des choses qui tournent en permanence. Voilà. Le week-end, la nuit, c'est des choses qui tournent en permanence. Et donc dans cet OGEC-là, et c'est vrai pour la plupart des OGEC, 55% de la consommation, et donc de la facture, elle est liée à ce talon-là. Des choses qui tournent en permanence. Et 45%, c'est vraiment la consommation entre guillemets utile. J'allume la lumière, j'allume l'ordinateur, la cuisine qui fonctionne. Donc ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Donc ce même OGEC-là qu'on a vu, donc avec un talon à 19,5, grâce à des actions simples, il a réussi à baisser ce talon moyen. Donc là, son talon moyen était en fait plutôt à 16, si on reprenait toute l'année, en prenant les vacances scolaires. Via quelques actions simples, il a réussi à le passer à 12, donc moins 28%. Et sur sa consommation, ça fait déjà moins 20%, enfin moins 18%, pour être très exact, juste en touchant au talon. Donc on n'embête pas les élèves, on n'est pas là à les pister pour que la lumière soit bien éteinte, ça doit être fait en parallèle et il y a des sensibilisations qui peuvent être faites, mais on va agir sur des choses qui ne se voient pas et qui ont un impact fort. Qui ont un impact, c'est plein de petites choses, mais comme c'est sur 8760 heures, voilà, toute l'année, ça va porter sur toute l'année, ça finira par avoir un impact assez important.
Donc ça peut être mettre en place des horloges dans ces tableaux pour que la lumière s'éteigne la nuit, voilà, si on a des lumières sur ces parkings. Ça peut être les copieurs, faire en sorte qu'ils se mettent bien en veille. C'est des choses, ça se programme dans les copieurs, la mise en veille, qui ne restent pas prêts à démarrer à n'importe quel moment alors que c'est le week-end ou la nuit. On peut arrêter sa VMC la nuit. Souvent, ce petit bruit, cette VMC surdimensionnée qu'on voit dans ces toilettes, voilà, on peut envisager de la couper, ou à minima pendant les vacances. Voilà, la difficulté de l'électricité, c'est que voilà, le gaz ou le chauffage, on sait d'où ça vient. Il y a une seule source. Dans l'électricité, c'est plus difficile, c'est une somme de petites choses. Donc je vous ai mis à titre d'illustration ce qu'il peut y avoir. Le gros, c'est souvent les chambres froides. Voilà, les chambres froides représentent une part très importante de ce ruban-là. Mais une chambre froide, ça s'éteint pendant les vacances scolaires, au moins en juillet-août. Une chambre froide, ça peut valoir le coup peut-être de changer le groupe, ou en tout cas de dégivrer. Voilà, ça s'entretient. Les VMC, ça s'arrête. Pareil, etc. Donc voilà, vous avez tous les équipements qui peuvent consommer. Et cette somme de petites consommations, ça vous fait 50% de votre consommation. Quelques exemples aussi on va dire qu'à peu près un quart des OGEC, on arrive, quand on fait des analyses de consommation électrique, à trouver des équipements qui surconsomment. Donc là, je vous montre le cas d'un OGEC qui a un plancher chauffant qui chauffe 200 mètres carrés sur une école qui en fait 3500. Il faut se dire que 50% de sa consommation, c'est son plancher chauffant. Donc 50% de sa facture, c'est un plancher chauffant qui sert à chauffer 200 mètres carrés de zone administrative. Et ça se voit très bien. Donc voilà, c'est quand on va voir la consommation au pas 10 minutes. On voit ces petits pics. Donc ça, c'est typiquement une installation qui démarre et qui s'éteint. Et là, on le voit en hiver, on voit l'allumage. Là, on n'est pas très élevé. Puis tout d'un coup, hop, le talon dont on parle, qui se met doucement à monter pour faire un carré. Et on est passé de 15 à 50 kWh. Et ça, pendant tout l'hiver. Donc voilà, donc des choses quand même... Et souvent, quand on interroge OGEC en question, il dit « je m'en doutais ». Je me doutais que ce truc-là, mon chauffagiste, il a du mal. On ne sait pas trop comment le piloter, on n'y arrive pas. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Et on a eu d'autres cas, des VMC, des ventilations double flux, des CTA, qui représentent parfois 30, 40, 50% de la consommation d'établissements scolaires. Et donc, on le voit assez largement. Je terminerai sur une petite mention, parce qu'on est en train de voir aussi les effets de la sobriété. On a repris un certain nombre d'établissements scolaires qui avaient fait des efforts au moment de la crise l'année dernière 2022. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le mois de novembre notamment, c'est qu'on est reparti à la hausse. Sur une centaine d'OGEC, la consommation moyenne de novembre, elle est plutôt en hausse de 10-15%, alors que l'hiver n'a pas forcément été beaucoup plus rude. Voilà, donc un point de vigilance à avoir. C'est bien d'avoir fait attention pendant la crise, mais ce qu'on voit, c'est que on est en train de repartir un peu comme la saison de chauffe d'avant, donc de 2021, qui sont de réflexes qui sont oubliés. Comment avancer? Assez simplement, regardez vos consommations, il y a des choses, vous allez le voir tout de suite. Vous avez vu la tête des courbes qu'il y a. Si vous ressemblez à celle du dessus ou celle du dessous, vous pouvez vous placer dans une catégorie. Et ensuite, la deuxième chose, c'est appelez votre chauffagiste. Voilà, c'est lui votre meilleur allié. Dites-lui, qu'est-ce que je peux faire pour Noël? Est-ce que je peux éteindre? Est-ce que je peux baisser? Mon réduit, il est à combien? 17, mais en fait, c'est trop. Est-ce que c'est vraiment 17? Parce que parfois, c'est quand même un 17 très théorique. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Voilà, il faut les challenger, il faut leur dire, je veux faire des économies. Donc, voyez-le une fois par an au moins, faites un point avec lui, appelez-le, testez des choses, et ensuite, vous pourrez voir facilement ce que ça donne sur vos consommations. Et puis, si vous avez besoin, côté Cèdre, il y a une équipe de consultants, il y a un consultant par région, donc il peut faire ce genre de choses. Et puis, évidemment, on a toujours dans notre besace un certain nombre d'experts hors Cèdre qu'on peut vous trouver pour vous aider à avancer sur ces sujets-là. Merci beaucoup François-Xavier. Je vais donc donner la parole à Caroline. Donc, qui va nous montrer aussi à travers plusieurs retours d'expérience comment limiter le gaspillage alimentaire, donc haute thématique, comment gérer ces biodéchets et donc quels en sont les enjeux. Voilà, Caroline, c'est à toi. Merci beaucoup Sophie. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin, surtout pour vous parler d'un sujet moi qui me tient beaucoup à cœur. Et puis en particulier avec le choix qu'on a fait de pouvoir vous parler de l'expérience des adhérents du Cèdre, donc tout ce qu'ils ont pu entreprendre sur la question donc du gaspillage, pour réduire le gaspillage et puis pour valoriser les biodéchets.
Alors, pour faire une bonne entrée en matière, ce que je vous propose, c'est une petite question. Est-ce que vous savez, en moyenne, quel est le poids moyen donc par assiette qui est jeté? Alors, quand j'ai jeté, donc je comprends du début de la production en cuisine jusqu'à la fin du repas, quand les élèves vont mettre du coup dans la poubelle ce qu'il leur reste. Est-ce à votre avis, on est plutôt sur 60 grammes, plutôt sur 100 grammes ou sur 125 grammes? Je vous laisse réfléchir pour que vous puissiez vous poser la question. Tiens, dans ma cuisine, à mon avis, combien de grammes par assiette est jeté? François-Xavier, je te laisse mettre du coup la réponse. Voilà. On est bien sur 125 grammes. C'est une donnée qui vient de l'ADEME, qui a un constat fait sur différentes écoles. Et donc, on va voir maintenant comment on peut réduire ce grammage. Alors, ici, une donnée, pareil, qui vient de l'ADEME, qui date de 2018. Moi, je suis contente de constater que c'est une donnée qui a plutôt bien évolué. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que donc, pour un établissement qui accueille à peu près 500 convives par repas, donc la moyenne, elle est à peu près de 125 grammes, comme je vous le disais avant, 120-125 grammes donc jetés par assiette. Donc ça représente à peu près 10 tonnes, on a un peu plus de 10 tonnes par an jetées en termes de biodéchets. Et je ne sais pas si vous avez en tête, mais ça représente du coup à peu près 33 000 € par an quand même de déchets jetés du coup après le repas. Pour un établissement, pareil, est-ce que tu peux remettre avant? Voilà, un établissement en revanche, toujours de 500 convives, qui a travaillé sur un vrai plan de réduction de ces déchets, eh bien, il tombe à peu près à 50 grammes de déchets jetés par assiette, et ça fait qu'il tombe à peu près plus à 10 tonnes, mais bien à 4 à 5 tonnes maximum de déchets jetés. Donc, on arrive à peu près à 13 500 € de déchets, donc 30 000 moins 13 500, vous voyez, on est à peu près à 20 000 € d'économie. Alors, pour vous éclairer, aujourd'hui, où est-ce que vous allez pouvoir identifier les lieux du gaspillage alimentaire? Donc, il y a d'abord, c'est en cuisine. Vous voyez, donc quand on travaille sur son menu, on va avoir également toute la partie donc des commandes, comment on va commander, la partie du stock, la préparation et qu'est-ce qu'on va faire des restes. Ensuite, lors du service, quand vous allez servir à l'assiette les élèves. Et puis à la fin, comme je le disais, dans le self, quand les élèves vont à la fin jeter ce qui peut leur rester. Ayant ça en tête, la cuisine, le service et la consommation, ce qui est intéressant de voir, c'est quelle est la part la plus importante des déchets qu'on pourrait éviter. Donc, quel est le gaspillage qu'on pourrait éviter? Donc, les déchets inévitables, donc les peaux de banane, écorce, comme c'est écrit ici. Donc, ça, c'est beaucoup en cuisine. Il y a les déchets qui sont potentiellement évitables, donc et également quand on va travailler les repas, les menus. Certains, on pourrait quand même les éviter avec un peu de créativité. Et enfin, les déchets qu'on peut vraiment éviter, en particulier et essentiellement lors du service et au self, donc dans la consommation des élèves. Donc voilà pour vous donner un peu une idée des différents lieux de gaspillage aujourd'hui. Alors maintenant, quels sont les enjeux du gaspillage alimentaire aujourd'hui en 2023? Donc un premier enjeu, donc celui du gaspillage et de la valorisation, premier enjeu, je te laisse passer, voilà, qui est, sûrement vous le savez, qui est réglementaire. Donc la loi AGEC, à l'intérieur, donc il y a de cette loi, il y a la question du tri à la source. Au 1er janvier, tout producteur de biodéchets doit valoriser ses biodéchets. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, en 2023, c'était 5 tonnes. Et donc, 1er janvier, ça passe à une tonne, enfin, dès qu'on produit du biodéchet. Donc, ça concerne les ménages et également vous. Deuxième aspect, je te laisse passer, voilà, qui est pédagogique. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une véritable opportunité pour proposer un projet pédagogique qui va embarquer l'ensemble de l'établissement et les différents acteurs. Et on voit que ça marche, je vous en parlerai juste après. Un autre enjeu qui est écologique.
comme le disait aussi Sophie tout à l'heure, mais il y a un vrai enjeu pour les écoles qui sont responsables de former les enfants à la sobriété et responsables également du coup de prendre soin de la nature. Et il y a également, je dirais, une question de bon sens, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, quand on va incinérer des biodéchets, ça revient en fait à brûler de l'eau. Donc il y a une question vraiment de bon sens pour valoriser d'une bonne manière ces biodéchets. Et enfin, il y a un enjeu économique, comme je vais vous le montrer après. Réduire le gaspillage permet de trouver des bons leviers d'économie, autres que je vais regarder sur ma facture quel est le produit le moins cher que je vais acheter. En réfléchissant vraiment, en prenant de la hauteur, on voit qu'en réduisant son gaspillage, on peut faire des économies sur son budget d'alimentation. Voilà pour la partie enjeu. Alors maintenant, on va passer dans le concret, dans les expériences de nos adhérents. Et donc là, j'ai interrogé différents adhérents avec qui on travaille pas mal. Là, vous avez l'école Saint-Joseph de Cluny qui est à Marseille, Madame Mathieu, et donc qui a vraiment travaillé sur une démarche de réduction du gaspillage, et elle constate aujourd'hui que ça lui permet vraiment d'absorber l'inflation. Alors, ce qui a provoqué cette démarche pour eux, c'est le fait, c'est tout simple, c'est l'obligation, la réglementation, et qui clairement les a amenés à devoir retrouver un autre prestataire de gestion des biodéchets, puisque la municipalité ne collecte plus désormais les biodéchets dans les écoles, ou alors c'est une forte augmentation de la taxe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les actions clés. Donc, ils ont choisi de servir les élèves. En fait, les élèves vont se servir de la quantité qu'ils souhaitent. Ça évite de donner une quantité trop importante pour eux. Il y a le gaspillage au pain. En fait, comme le pain maintenant est en bout de chaîne, les élèves prennent moins de pain et surtout, donc, ils vont voir le volume de pain en fait qui est jeté. Donc, c'est une image visuelle qui leur permet de se rendre compte de tout ce qu'ils jettent. Ils vont également peser les denrées qui sont jetées dans l'assiette. Là, clairement aussi, c'est très visuel et le fait de voir ce qu'ils jettent, ça leur permet de prendre conscience et donc de baisser ce qui est gaspillé. Ils ont également fait le choix, donc, comme je disais tout à l'heure, d'un prestataire de biodéchets donc local. Il y a tout aussi une campagne de sensibilisation et donc forcément des personnes qui sont là dans le self pour encadrer. Et bien, voilà, si jamais au niveau du tri, les élèves ne trient pas bien, puisqu'il y a la nécessité du coup de bien trier entre les biodéchets et le reste. Et une dernière action qu'ils sont en train de développer, donc qui est en cours. Ils ont commencé un petit compost, mais ce qu'ils voudraient, c'est avoir vraiment un compost sur place. Donc, ils ont fait appel à un maître composteur pour vraiment trier entre les déchets verts et les déchets plutôt carnés, et ce qui leur permettrait de valoriser sur place et de générer eux-mêmes leur compost. Donc, les bénéfices constatés, François-Xavier est un peu pressé, on va rester sur les bénéfices parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Voilà, ce qu'elle constate, c'est que c'est un projet pédagogique qui a vraiment embarqué tous les acteurs. Donc, à la base, il y a vraiment la nécessité d'embarquer et les élèves, mais également le personnel enseignant et tout le personnel en cuisine. Et on voit que comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet vraiment fédérateur. Ce qu'elle a constaté aussi, c'est que malgré l'inflation, finalement, elle est restée sur un budget égal parce que la baisse du gaspillage et surtout le fait de choisir un autre prestataire moins cher que la métropole, la municipalité, leur permettait d'absorber l'augmentation, donc l'inflation. Et enfin, donc voilà, le fait de passer par un acteur local lui a permis de baisser sa facture de 15 à 11 000 euros, donc on est à peu près sur 26% d'économie. Donc ça, c'est dans le cas où la municipalité a augmenté sa facture. Voilà donc pour les bénéfices constatés pour Saint-Joseph. Maintenant, je vais vous parler d'une autre école, là qui est cette fois-ci en autogestion, qui est l'institution Jeanne d'Arc en Île-de-France et qui va vraiment travailler sur la créativité pour réussir à maîtriser son budget alimentaire. Donc, ce qui les a engagés dans cette démarche-là, c'était vraiment une question de cohérence avec le projet pédagogique de l'école et avec la date aussi, pour se dire, en fait, on doit sensibiliser les élèves sur le gaspillage. Donc, ce qu'ils ont mis en place, voilà, pareil, donc c'est un service à l'assiette qui est personnalisé. Donc, en fait, ils ne travaillent plus au grammage.
comme ils connaissent leurs élèves, ils vont les servir en fonction de la quantité qu'ils savent ajuster à l'élève. Ils vont également demander aux élèves de ne pas jeter ce qui est dans leur assiette. Donc, au début du repas, c'est bien, voilà, je te sers de la bonne quantité, ce qui fait que du coup, normalement, tu ne vas pas jeter. Donc, évidemment, ils s'adaptent, mais ils demandent aux élèves vraiment de terminer leur assiette. Donc ça réduit considérablement ce qui est jeté. Il y a également une table anti-gaspillage, c'est-à-dire que les élèves qui finalement ne veulent pas prendre leur yaourt ou leur salade vont la mettre sur une table, et ce qui fait que les élèves qui arrivent en cours dans le self vont plutôt se servir dans cette table-là avec ce que les autres élèves n'ont pas choisi de manger. Ils vont également limiter le nombre de pains par personne et le mettre à la fin de la ligne de self. Et puis, pour réduire le gaspillage, ils ont également décidé de travailler avec la société Atypique, qui est une entreprise qui est aussi un fournisseur référencé au CEDRE, qui va proposer des produits déclassés. Donc, c'est des produits bio qui sont pas forcément, voilà, qui sortent, on va dire, de la forme des légumes qu'il faut, des légumes et des fruits et légumes conventionnels. Et donc, c'est beaucoup moins cher et ça leur permet du coup de contribuer à la baisse du gaspillage. Et puis également, s'il y a un plat qui n'est non entamé, il est reproposé le lendemain, voilà, si c'est conforme aux normes HACCP. Pardon. Ensuite, donc, quels sont les bénéfices constatés par l'établissement? Eh bien, aujourd'hui, ils sont à peu près à 25 grammes par assiette. Alors, de jeter, on est plutôt à la fin du repas. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on comprend tout, donc le début du repas jusqu'à la fin, en passant par les denrées en cuisine, on va du coup être à peu près à 50 grammes par assiette. Mais vous voyez que c'est considérablement moins que les 120 grammes en moyenne constatés. Et également, elle a vraiment travaillé donc son budget est vraiment maîtrisé. Elle se rend compte qu'elle a pu introduire des produits bio qui sont vraiment plus chers et complètement limiter l'impact de l'inflation, ce qui fait qu'elle reste sur un budget égal depuis plusieurs années grâce à la baisse du gaspillage et le fait de travailler sur des bons repas. Voilà pour cette école-là. Et puis je termine par la dernière école, l'Institut Fénelon, qui est dans le sud de la France, à Toulon, eux donc qui sont vraiment dans une réflexion globale. Ils ont aujourd'hui le label E3D. Et donc ils ont décidé de proposer donc un plat unique, ce qui est assez original. Et le fait d'avoir des produits bio et locaux, on voit qu'il y a une qualité des repas qui s'est améliorée et les élèves terminent beaucoup plus facilement leur repas. Et puis, ils ont fait appel à une société pour collecter leurs déchets, donc les valoriser. C'est les alchimistes, eux, qui vont faire du compost. Et enfin, la prochaine action à laquelle ils pensent, c'est de mettre le pain en libre service. Il est sur un îlot, ce qui fait que les élèves doivent se déplacer pour aller chercher du pain. Et ce qui est constaté, c'est que du coup, ils prennent moins de pain et que le pain est moins gaspillé. Voilà. Et les bénéfices pour l'établissement, on est à peu près sur 50% quand même de moins de déchets produits. Et donc, du coup, une baisse de facture qui est quand même de l'ordre d'à peu près de 35%. On a fait tout un calcul avec Monsieur Reich, qui s'occupe de ce sujet-là chez eux. Et la baisse est quand même importante. Et il constate aussi une prise de conscience chez les élèves et un vrai changement de comportement, ce qui fait que petit à petit, il y a moins besoin d'encadrement. Voilà, et je te laisse passer les derniers exemples. Et donc, voilà. Oui. Pour conclure, juste quelques conseils. Je sais qu'il y avait plusieurs exemples. Donc, quels conseils vous pouvez nous donner justement sur la gestion des biodéchets en synthèse? Oui, en synthèse, tout à fait, parce que le temps passe très vite, tellement le sujet est passionnant. Là, c'est les conseils que peuvent vous donner les écoles que j'ai interrogées. N'hésitez pas à être créatif dans la conception des menus et dans toutes les idées pour réduire le gaspillage. Et l'idée, c'est d'accepter vraiment la nouveauté. On peut le voir comme une contrainte, mais finalement, c'est une vraie opportunité pour pouvoir apporter de la nouveauté dans la manière de gérer sa cuisine. Le constat, c'est vraiment que ça ne coûte pas plus cher et en plus, ça engage facilement l'ensemble de l'établissement. Voilà. Et après, il y a quelques facteurs clés de succès. L'essentiel, c'est que s'il n'y a que quelques personnes qui se saisissent du sujet, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ce soit un projet qui englobe et impacte et implique tout le monde. L'idée,
le mieux, c'est de désigner une personne qui de ce sujet-là pour engager ensuite le reste de l'établissement. Et évidemment, vous, en tant que chef d'établissement, il est nécessaire d'être impliqué et concerné par le projet. Et bien sûr, le chef de cuisine, qui doit être force de proposition sur le sujet. Voilà, c'est quelques facteurs clés. Il y en a plein d'autres et que vous pourrez retrouver peut-être dans les documents qu'on vous donnera par la suite de ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va prendre quelques questions-réponses. Pour ceux qui veulent encore poser des questions, n'hésitez pas à le poser dans la foire aux questions qui se trouve en ligne. Donc, on va revenir un peu en arrière du coup sur l'énergie et notamment, on a parlé de suivre ses consommations, mais qui nous fournit en fait la courbe de consommation? Où est-ce qu'on peut trouver en fait comment on accède en fait à toutes ces données de consommation? Alors, c'est une bonne question. Vous pouvez y accéder. Certains fournisseurs sur les espaces clients vous proposent d'accéder à ces données-là, donc sa courbe de consommation au pas horaire ou journalier pour le gaz. Si votre fournisseur ne le propose pas, ce qu'on appelle gestionnaires de réseau, donc Enedis, GRDF peuvent le faire. Et pour les adhérents, pour les OGEC qui sont adhérents du CEDRE, et qui sont passés par nous pour l'énergie, nous on a une plateforme de mise à disposition gratuite où vous pouvez, dont j'ai tiré ces courbes-là, où on peut vous donner ces éléments-là, et en général on vous aide aussi à les lire. Voilà, donc ça c'est pour ceux dont le CEDRE gère le contrat d'énergie. Voilà, donc votre fournisseur, les gestionnaires de réseau, et pour ceux qui ont des offres énergie du CEDRE via le CEDRE. Voilà, trois manières différentes, avec plus ou moins d'outils, ça dépend du fournisseur, de ce qu'il peut mettre dessus. Je sais que lors de la journée immobilier qu'il y a eu récemment, on a beaucoup parlé de pilotage intelligent, GTB, GTC, donc ça va aussi un peu avec mieux connaître ses consommations. Et il faut en penser quoi en fait de toute cette instrumentation des consommations? Alors, on est très prudent sur justement c'est très séduisant, on va dire, le fait de piloter, de faire des choses, de basculer dans le numérique, dans des trucs intelligents. Ce que je vous ai présenté là ne nécessite pas forcément de pilotage très évolué. On est sur allumage, extinction, voilà, c'est assez basique. Et passer tout de suite à des choses hyper complexes alors qu'on n'a pas commencé par les basiques, c'est peut-être griller quelques étapes. Donc il y a à voir avec son chauffagiste comment est-ce qu'on peut déjà améliorer ce qu'on a, couper une pompe, couper une chaudière, couper un réseau de chauffage. Voilà, des choses un peu simples. On peut ensuite envisager des choses un peu plus complexes. Attention malgré tout à la GTB qui peuvent vite devenir des boîtes noires. C'est des très beaux avions, mais si on n'a pas le pilote qui va avec, c'est le crash assuré. Donc on a quand même quelques OGEC sur lesquels moi j'ai pu voir des GTB. Je n'ai pas trouvé d'OGEC avec une GTB de plus de 5 ans fonctionnelle. Alors on avait une vidéo lors de la journée immobilière de la FNOGEC avec un contre-exemple parfait d'un OGEC qui lui avait quelque chose de très fonctionnel, mais ça coûte vite très cher et c'est vite très compliqué. Donc pilotez simplement. Si vous voulez faire plus via du pilotage de chauffage, de réseau, il existe des prestataires qui font ça avec des choses adaptées aux écoles et plutôt simples. Voilà, qu'un agent administratif peut utiliser avec pas de matériel trop compliqué, où on peut quand même déjà piloter radiateur par radiateur. Donc ça, voilà, s'il y a des OGEC intéressés, on peut regarder la question. Mais on travaille les fondamentaux et si on veut aller plus loin, il existe du pilotage. Mais restons simples parce que sinon c'est de la boîte noire et avec le risque que 3 ans après, celui qui l'a installé soit parti et on maîtrise plus rien. Donc, pas mal de questions aussi en matière de gestion des déchets. Donc, la première qui est revenue, pour les déchets, est-ce que ça concerne uniquement les établissements qui cuisinent sur place ou est-ce que c'est valable aussi lorsqu'il y a des livraisons de repas? Oui, c'est pour tous les établissements, qu'on soit en concédé, vous voyez, Saint-Joseph de Cluny sont en concédé, ou même assistance technique ou livraison sur place. Il faut en effet, à partir du moment en fait vous produisez, c'est-à-dire que dans votre école vous produisez des biodéchets, dans une poubelle vous mettez vos biodéchets, il faut les valoriser. Voilà. Après il y a différentes solutions qu'on pose sur place, les faire collecter, mais de fait il faut que vous puissiez les valoriser. Voilà. Autre question.
en quoi cette réglementation est vraiment contraignante? Est-ce qu'il y a une amende éventuellement si je ne valorisais pas mes biodéchets? On a vu que ça allait concerner quasiment tout le monde au 1er janvier. Oui, alors très clairement, à partir de 2024, tout producteur de biodéchets qui ne valorise pas ses biodéchets pourra avoir une amende de 65 € par tonne. Donc voilà, vous faites le calcul en fonction du tonnage de biodéchets que vous avez. En soi, 650 € si vous avez 10 tonnes, ça peut paraître peu, c'est vrai. Sachez que la véritable contrainte vient, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, des mairies ou des municipalités qui vont petit à petit soit se désengager, qui pourront plus gérer votre contrat, ou alors qui vont voir la taxe augmenter. Et donc vous allez forcément voir une facture qui va augmenter fortement. Donc elle vient plutôt d'un principe de réalité et qui fait que vous allez devoir revoir votre prestataire de valorisation des biodéchets. Voilà. Donc voilà, et après, une dernière question là sur la restauration, puis on reviendra peut-être sur une dernière sur l'énergie. Quelle est la solution la moins coûteuse entre le compost, entre la collecte ou le compost sur place? Alors, c'est aussi une très bonne question. En fait, il n'y a pas une solution qui est moins chère que l'autre. En fait, tout dépend de votre fonctionnement, de votre situation géographique et du personnel que vous avez dans votre établissement disponible pour gérer cette question-là. Ce qu'on vous conseille, c'est de faire appel à un maître composteur. En fait, c'est facile d'en trouver un dans votre région avec réseaucompost.org. Ce maître composteur, c'est une personne qui est professionnelle qui va faire un peu comme un audit de votre établissement pour voir quelle est la solution qui serait la plus adaptée à votre fonctionnement. Typiquement, si vous êtes à côté du centre de valorisation d'un collecteur, là, ça vaut le coup parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de temps de transport. Ça fait du coup un bilan carbone qui est relativement faible aussi. Et le coût pour amener vos biodéchets jusqu'au centre de valorisation, du coup, est faible. Donc là, ça peut valoir le coup de passer plutôt par exemple, les alchimistes dont on parlait tout à l'heure. Et pour d'autres qui sont beaucoup plus loin, ça peut être beaucoup plus intéressant du coup d'avoir le compost sur place. Et c'est vrai que beaucoup pensent au compost sur place parce que il n'y a pas les frais de collecte. En revanche, ça veut dire qu'il faut avoir une personne que vous avez qui a un temps alloué spécifiquement, donc rémunéré, pour gérer, donc tourner le compost et gérer le compost et assurer que le compost produit bien le compost à la fin. Donc, c'est vraiment plein de coûts à mesurer et c'est vraiment spécifique à votre fonctionnement interne et à votre situation géographique. Donc, ça vaut le coup de faire appel à un professionnel pour vous éclairer et également, sinon, de demander à un fournisseur qui propose du compost sur place avec un composteur mécanique ou alors une société comme les alchimistes parce que eux, de plus en plus, sont dans le conseil pour vous apporter la meilleure solution parce qu'ils se rendent compte que finalement, s'ils vous proposent la collecte alors que le mieux, c'est de composter sur place, il y a un désengagement petit à petit de leurs clients. Donc, faites appel à ces sociétés-là pour vous conseiller. Dernière question un peu à cheval entre les deux. On a vu, François-Xavier, tout à l'heure, tu nous disais éventuellement d'éteindre certaines installations. Alors, par exemple, on remarque qu'il n'est pas forcément si simple d'éteindre les chambres froides, donc en lien avec la restauration, mais aussi, par exemple, tout ce qui est les chaudières, les CTA. Est-ce qu'en éteignant aussi ces systèmes, on ne risque pas d'aller vers d'autres problèmes, notamment des problèmes d'humidité, par exemple? C'est là où le dialogue avec le chauffagiste doit se faire, et il peut y avoir entre tout ou rien, entre les 20 degrés quand il n'y a personne et les 7 degrés quand on a tout éteint, il peut y avoir un juste milieu. Sur les chambres froides, après il faut faire le 80-20. Sur les chambres froides, une chambre froide, quand entre le 5 juillet et le 25 août, il n'y a personne dans l'établissement,
honnêtement, et c'est le moment où les chambres froides vont consommer le plus, parce qu'il va faire 30 degrés dehors et il va falloir que la chambre froide, elle maintienne, notamment les négatifs, du -5 pendant une période où il ne se passe rien sur l'établissement, ou très peu. Et c'est même plutôt une bonne chose d'inciter son chef de cuisine. En général, c'est surtout là où ça bloque, c'est que le chef de cuisine, ça l'oblige à faire un inventaire de ce qu'il y a dans sa chambre froide, à la vider et à être un peu prévoyant. Mais ça peut être bon aussi de faire en sorte que sa chambre froide négative, il n'y ait pas des choses qui traînent pendant 2 mois. Voilà, le fond de stock qui est là depuis plusieurs mois, c'est l'occasion de le vider et de l'éteindre pendant cette période-là. Donc, on peut se concentrer là-dessus. Ça, c'est pour la partie chambre froide. Sur la partie VMC, de la même manière, ça dépend des configurations. Si on est dans un établissement où il y a déjà des problèmes d'humidité, c'est sûr qu'il y a une attention à avoir. Mais il y a beaucoup d'établissements scolaires dans lesquels on voit, souvent les VMC dans les sanitaires, elles sont dimensionnées pour accueillir les bureaux d'études, ils ne s'embêtent pas. Sanitaire égale salle de bain, égale douche, égale j'évacue énormément d'air. Et donc souvent, on a un petit bruit, un ronron très fort dans ces sanitaires-là, alors que la production d'eau, de vapeur d'eau, est quasi nulle. Donc, et il y a des VMC qui aujourd'hui savent faire du réduit. Voilà, elles ont les ventilations sont intelligentes, les plus modernes. Elles savent faire 100%, 10%, 0. Donc quand c'est la nuit, on les met à 10. Alors ça peut nécessiter un petit peu du coup de. C'est là où on bascule dans le pilotage, mais honnêtement, sur plein d'établissements scolaires qui de base n'étaient pas forcément ventilés, on met de la ventilation parce que c'est obligatoire. Mais quand il n'y a personne ou pendant les vacances, le fait de l'éteindre, ça ne change pas grand-chose. Là, l'établissement que je vous montrais, c'est un vieil établissement qui date du 19e siècle, avec des nouvelles fenêtres, mais sans plus, et il coupe ses VMC, et ça génère rien de particulier. Donc voilà, après ça dépend. Si vous êtes au-dessus d'une nappe phréatique et qui c'est déjà humide, bon voilà, on fera peut-être un peu autrement. Et après, sur la partie chauffage, c'est là où ça demande aussi de titiller un peu son chauffagiste. Parce que oui, ce sera peut-être pas éteindre, mais ce sera peut-être mettre un hors-gel plus fort, enfin en tout cas un réduit de nuit plus fort. Et puis il faudra voir ce que ça fait. Est-ce que quand je reviens, est-ce que les élèves et les profs ont froid? Si oui, il faut peut-être redémarrer plus tôt, ou il faut descendre moins bas. S'ils n'ont pas froid, je peux aller plus bas, voilà, etc. Je vais prendre un exemple qu'on a entendu à la journée immobilière que je trouvais très percutant. C'était un OGEC qui s'était dit, dans le cadre de la Concours Cube, c'est l'idée de faire une journée gros pull. Voilà, donc on va mettre le chauffage de manière beaucoup plus bas que ce qu'on avait l'habitude de faire, et on va dire à tous les élèves qu'il faut mettre un gros pull. Simplement, le directeur de l'établissement, qui était un peu pris par plein d'autres choses, a oublié d'envoyer le mail. Donc c'était pour le lundi. Et donc les professeurs mobilisés sur le sujet se sont aperçus qu'en fait personne n'avait été prévenu. Et donc s'attendaient à se recevoir une volée de bois vert parce que tout le monde avait froid. Ce qu'ils ont constaté, c'est que non seulement les gens ont pas râlé, en fait, les gens ne sont pas forcément venus avec un gros pull à l'instant, ils n'ont pas râlé, mais en plus, le lendemain, ils ont pris l'habitude, non pas de venir en bras de chemise, mais avec un pull. Parce que vous avez quand même aussi beaucoup d'établissements où, parfois dans les classes, on supporte, même en hiver, d'enlever son pull. Voilà, donc il y a eu un rééquilibrage par rapport à ça. Ça demande au chauffagiste de lui dire « baisse-moi la température de consigne, baisse-moi la température la nuit ». On regarde, ça va pas, on réajuste, ça va, on continue. Donc c'est sûr que s'il avait l'habitude de venir au mois d'octobre pour allumer et au mois d'avril pour éteindre, ça va lui demander un peu plus d'effort, donc peut-être que ça va râler. Mais à la fin, quand on voit qu'on pilote mieux, in fine, c'est comme pour les biodéchets, hein, un chauffagiste qui pilote bien ses installations, qui voit qu'il fait faire des économies à ses clients, qui fait mieux son métier, à la fin, il est plutôt content. Donc même si la mise en marche et la mise en mouvement a pu être un petit peu laborieuse. Puis s'il est vraiment rétif, il faut. C'est-à-dire qu'il y a un sujet dans le relationnel. Si c'est pas un partenaire, il y a un sujet, il faut le travailler. Mais c'est votre meilleur allié. Merci beaucoup. Donc, on est arrivé à l'issue de ce webinaire pour respecter le temps imparti. Il y a un certain nombre de questions qui sont tombées. On n'a pas le temps de toutes les prendre en direct. On va les traiter indépendamment et puis on vous fera une foire aux questions sur ces thématiques, que ça soit énergétique ou biodéchets.
Voilà, je vais remercier Caroline et François-Xavier pour leurs interventions et vous souhaiter à tous une très bonne journée et à très bientôt. Vous retrouverez ce webinaire en replay ainsi que le support de présentation. Très bonne journée à tous et puis bonne fête de fin d'année vu qu'on s'en rapproche. À bientôt. Au revoir.